lundi 24 août 2015. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre morning sur i24 News. On fait tout de suite le tour des grands titres de l'actualité. Remise de la Légion d'honneur aujourd'hui aux héros de Thalys par le président français. Les 3 Américains et le Britannique qui ont maîtrisé Ayoub El-Kazani alors qu'il essayait d'ouvrir le feu à bord du Thalys Amsterdam-Paris se verront décerner la Légion d'honneur aujourd'hui plus tard à l'Elysée. Les marchés financiers dans le rouge, va-t-on vers un ralentissement de la croissance mondiale? C'est la crainte de la présidente de la Fed, Janet Yellen, qui hésite à remonter les taux d'intérêt de la Banque centrale. Décryptage à suivre dans un instant. Et puis la crise des ordures, vous le verrez, dégénère au Liban. Samedi et dimanche, des manifestations ont eu lieu à Beyrouth pour demander la démission du Premier ministre. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 70 blessés. 43 manifestants ont été hospitalisés pour suffocation ou fracture. Et puis enfin, il se fait appeler Disnuts. Il a 15 ans, il a réussi à avoir le feu vert de ses parents et à se faire enregistrer par l'administration américaine comme candidat indépendant à la présidentielle. Il est bien évidemment inéligible, faute d'avoir moins de 35 ans, mais il a tout de même réussi, vous le verrez, à se retrouver 3e dans les sondages à suivre. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue à tous. Ils sont donc présentés comme les héros du train Thalys Amsterdam-Paris depuis vendredi soir et les cérémonies d'hommage se succèdent. Le président français doit leur remettre aujourd'hui la Légion d'honneur à l'Elysée. Regardez ce sujet signé Solal Zerouel. Un SDF squelettique, peu instruit et paumé, telle est la ligne de défense de l'avocate d'Ayoub El-Kazani. Toujours retenu en garde à vue dans les locaux de la DGSI, l'auteur de l'attaque dans le Thalys est décrit comme un homme hagard qui voulait faire un braquage, pas du tout comme un terroriste islamiste. Il dit avoir trouvé dans une valise, dans le parc dans lequel il dort, une valise où il y avait un téléphone portable, une batterie et une arme, il n'en décrit pas d'autres, il décrit la Kalachnikov, il décrit aucune autre arme. Et il dit qu'il a conservé cette valise pendant 2-3 jours et qu'au bout de 2-3 jours, il a eu l'idée de monter dans ce train, puisque des amis SDF lui auraient dit que dans ce train, dans cette ligne qui fait Amsterdam-Paris, il y a beaucoup de touristes et donc beaucoup d'argent potentiel à se faire. Le scénario du braquage ne concorde pas avec la description faite par Alex Karlatos, Anthony Staller et Spencer Stone. Les 3 jeunes Américains qui ont maîtrisé Ayoub El-Kazani dans le Thalys Paris-Amsterdam répondent à son avocate. Ces témoins directs estiment que le Marocain avait une motivation terroriste évidente. Quand il dit qu'il voulait simplement dévaliser le train, on n'a pas besoin de 8 chargeurs pour dévaliser un train. Pendant cette conférence de presse, les 3 Américains racontent leur lutte pour maîtriser le Marocain. On s'est baissé pour le plaquer au sol. Alex s'est relevé et lui a pris l'arme des mains pendant que je lui faisais une clé de bras. Il a continué à sortir des armes, dont une arme de poing que j'ai prise. Puis il a sorti un cutter et a commencé à me donner des coups avec. On l'a lâché pour mieux le frapper, alors qu'il était entre nous. Une scène de combat qui leur vaut les honneurs nationaux. Au Britannique Chris Norman et aux 3 héros américains, François Hollande décerne la Légion d'honneur. Pour en parler, nous allons rejoindre Christophe Naudin, spécialiste en sécurité aéronautique et transport et criminologue. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors la question de l'accès, de la facilité de l'accès au train se pose. Que faut-il faire selon vous pour justement garantir la sécurité des passagers dans les trains ? Écoutez, c'est très compliqué parce qu'en France, on a 14 000 trains par jour, on a plus de 20 millions de passagers jour, donc il est totalement impensable de faire une inspection de filtrage systématique comme on le fait dans l'aérien. Donc que faut-il faire justement pour garantir plus de sécurité ? Alors déjà, il y a un élément qui est le plus important, qui est l'élément, on va dire, politique et psychologique et qui existe tout à fait en Israël. Il va falloir que les Européens, et notamment le peuple français, apprennent à vivre avec la menace. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça paraît absurde, mais c'est la réalité, parce que cette menace va s'amplifier dans les années à venir. Ça, c'est pour la mesure générale. Pour la mesure technique, il y a 3 choses qu'on peut mettre en place. 1, le contrôle biométrique identitaire pour l'accès aux trains les plus ciblés. Deuxièmement, on peut mettre en place de l'inspection de filtrage ciblée sur un petit nombre de personnes.
Donc une inspection filtrage qui serait aléatoire et discriminatoire. Et troisièmement, en France, nous avons un dispositif dans les trains qui s'appelle la police ferroviaire, et une police armée qui circule à l'intérieur des wagons. Je crois qu'il faut renforcer ce dispositif et spécialiser ces agents de façon à leur permettre d'intervenir en cas de sinistre extrêmement grave. Alors justement, vous parlez de police ferroviaire. Eh bien, le syndicat de Police Alliance a demandé l'accès gratuit à tous les policiers, même hors service, dans les transports en commun pour renforcer justement la sécurité. Est-ce que c'est une solution envisageable? Est-ce qu'elle peut régler quelque chose selon vous? Oui, bien sûr que c'est envisageable et en plus c'est même le bon sens. Et exactement contrairement à cette mesure, récemment les syndicats de policiers français ont dû se battre puisqu'on voulait leur supprimer leur cadre de circulation dans les transports. Voilà des mesures qui ne coûtent rien du tout, quelques millions d'euros, et qui sont évidemment très efficaces puisque la présence dans les trains est quelque chose de tout à fait indispensable, surtout si c'est une présence qui est anonyme. Alors, dernière question rapidement, est-ce qu'on peut parler d'une faille au niveau du service de renseignement belge dans cette histoire? Non, on ne peut pas parler de faille parce que il faut bien comprendre, si vous voulez, que les services de renseignement aujourd'hui sont débordés. À savoir qu'on identifie un certain nombre de personnes qui sont dites à risque et qui peuvent effectivement intervenir en France pour générer des menaces extrêmement graves. Ceci dit, aujourd'hui, on a tellement de candidats et tellement de personnes potentielles qui peuvent effectivement générer des menaces que les services d'enseignement ne peuvent pas surveiller tout le monde. Et donc, si on ne veut pas devenir un État policier, il va falloir qu'on accepte de temps en temps qu'il y ait des gens qui passent à travers le filet. Ça a été le cas de cette personne. Merci beaucoup Christophe Naudin. Je rappelle que vous êtes criminologue et spécialiste en sécurité aéronautique et en transport. Merci d'avoir été avec nous. Alors toujours en garde à vue, le suspect, un Marocain de 26 ans proche des mouvements salafistes, a choisi de nier toute volonté terroriste, stratégie déjà utilisée, vous allez le voir, par d'autres islamistes. Regardez ce sujet, signé Joseph Emmanuel. Ce sont les services secrets espagnols qui, les premiers, repèrent Ayoub El-Kazani, le responsable de l'attaque du Thalys. Nous sommes en février 2014. Le jeune Marocain réside alors à Algeciras. Il est arrivé en Espagne 7 ans plus tôt. À 2 reprises, il est interpellé pour trafic de cannabis. Il est condamné en 2013 à une amende, puis à une peine qu'il purge en liberté conditionnelle. Une période durant laquelle son discours sur le djihad se durcit et attire l'attention des services de renseignement espagnols qui le signalent à la France. El-Kazani fait alors l'objet d'une fiche de sûreté S, sans pour autant faire l'objet d'une surveillance rapprochée. Le Marocain de 26 ans rejoint d'ailleurs la Belgique sans passer par la France. On le retrouve en mai 2015 à Berlin, d'où il embarque pour un vol à destination d'Istanbul. Les services de sécurité espagnols le soupçonnent de s'être alors rendu en Syrie pour revenir en Europe, mais on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas non plus s'il fait ou non partie d'un réseau islamiste. C'est à ces questions que devra répondre la justice française, mais également la justice belge, car El-Kazani fait désormais l'objet d'une double enquête. De son côté, le gouvernement français, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a remercié les 2 Américains qui ont neutralisé El-Kazani. Bernard Cazeneuve en appelle à la prudence. Il appelle également à une mobilisation totale. Chacun le sait, le niveau de menace auquel nous devons faire face est très élevé. Notre mobilisation est totale. C'est grâce à elle et grâce au sang-froid de chaque Français que nous continuerons à surmonter le risque terroriste. Le lien est donc fait par les plus hautes autorités entre l'attaque du Thalys et un acte de terrorisme. L'affaire ne semble pourtant pas si simple. El-Kazani ne démord pas de sa version des faits. Après plus de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI, le tireur du Thalys jure à ses enquêteurs n'avoir jamais planifié d'attentat. Il déclare avoir simplement voulu braquer le TGV. Son arsenal de guerre, il dit l'avoir trouvé dans une valise abandonnée dans un parc proche de la gare de Bruxelles-Midi. Une mine de défense déjà utilisée par d'autres djihadistes arrêtés, comme l'islamiste mis en examen dans le cadre de l'assassinat d'Aurélie Châtelain. Une mine de défense dans laquelle, une fois aux mains de la police, les islamistes ne reconnaissent pas leur appartenance à la mouvance djihadiste.
Il a été accueilli comme une star en France. L'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, symbole du refus des conditions posées par les créanciers européens à Athènes, s'est rendu à la réunion organisée par un autre rebelle, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. Regardez. Ils ont été accueillis en rockstar. À Frangy-en-Bresse, les anciens ministres Yanis Varoufakis et Arnaud Montebourg ont foulé leurs premiers pas sous les applaudissements des curieux venus en masse. Près de 80 équipes de presse suivaient les deux anciens dirigeants. Il leur a fallu près de 20 minutes pour parcourir une centaine de mètres et rejoindre la mairie où ils ont eu droit à un accueil républicain. Pour l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, Yanis Varoufakis est un invité de marque. Il est un témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe. Et les citoyens européens ont le droit de savoir. L'objectif de la visite de l'ancien ministre grec des Finances, parler de la lutte contre l'austérité en Europe. L'occasion pour Yanis Varoufakis de critiquer l'accord scellé entre la Grèce et ses créanciers. Le 12 juillet, notre gouvernement a dû capituler. Ce fut une capitulation de notre gouvernement, mais surtout une grande défaite pour la démocratie en Europe. Et je suis ici avec Arnaud et beaucoup d'amis pour discuter de quelle manière on peut revitaliser la démocratie européenne. Pour certains, cette fête de la Rose est le rendez-vous des oubliés, manière d'ironiser sur le fait qu'aucun des deux hommes n'ait de fonction politique. Yanis Varoufakis, qui prônait une ligne dure face aux créanciers de la Grèce, a démissionné du gouvernement le 6 juillet, au lendemain du référendum sur les économies demandé à Athènes. Arnaud Montebourg avait lui été limogé l'année dernière après avoir critiqué la politique de François Hollande. Il avait déclaré alors se retirer de la vie politique. Allez, on ouvre une page marché financier à présent avec une tendance largement à la baisse. De Paris à New York en passant par Shanghai, les valeurs boursières s'écroulent et les craintes de voir un ralentissement de la croissance mondiale s'intensifient. Myriam, la bourse de Paris a perdu 4%, la bourse de Shanghai a chuté de 8,2% seulement 3 jours. Y a-t-il de réelles raisons de s'inquiéter ? Alors de réelles raisons de s'inquiéter pour la Chine peut-être, parce qu'il y avait effectivement un ralentissement certain de son économie. L'ouverture des marchés chinois ce lundi matin, eh bien, on l'attendait avec certitude. Shanghai, moins 8%, Hong Kong, moins 4,4%, Tokyo, moins 4%. Autant de chiffres qui effraient bien sûr encore davantage les investisseurs, et ce à quelques instants de l'ouverture des bourses européennes et cet après-midi américaine. Alors, quelles conséquences de ce ralentissement économique sur les décisions prises par la Fed en septembre et sur les taux d'intérêt ? Alors on attend bien sûr beaucoup la décision de Janet Yellen de la Réserve fédérale américaine pour savoir si elle va enfin, pour la première fois peut-être depuis la crise financière de 2008, relever un petit peu le taux d'intérêt américain. Mais les craintes sont également très évidentes du côté des investisseurs. Il ne faut pas mélanger les crises. Le directeur exécutif de Fonds monétaire international a été très ferme hier. Il y a bien un ralentissement de l'économie chinoise, une baisse du chiffre de sa croissance est attendue, mais peut-être que cela est entièrement normal à l'image des cycles que connaissent d'autres économies. Et ce alors que l'économie américaine va en se fortifiant avec des chiffres de la croissance qui sont extrêmement optimistes, et que côté européen, même si on ne peut pas parler de croissance fulgurante, on peut parler sans aucun doute d'une consolidation. Alors la crise chinoise inquiète, oui, pas tant en elle-même, mais plutôt des risques de contagion, et puis surtout et enfin parce que la Chine est moins transparente que jamais, et c'est cette opacité qui effraie. On attend les mesures de stimulation venant de Pékin en se demandant à quoi elles vont ressembler et dans quelle mesure est-ce qu'on peut y croire. Merci beaucoup Myriam Danon. On va faire le point justement sur les derniers mouvements de ces marchés financiers en image avec ce sujet. Regardez. Une douche froide pour Shanghai. La bourse chinoise continue en effet sa dégringolade dans les marchés financiers. Cet essoufflement du moteur chinois affecte également les marchés financiers internationaux. La bourse de Paris a elle aussi fermé ce vendredi en baisse de plus de 3%. L'indice du CAC 40 aura lui perdu plus de 156 points. Et même ralentissement côté américain où Wall Street est en chute libre de 3%. Moteur ces 10 dernières années de l'activité mondiale, la Chine pèse lourdement sur les marchés internationaux. Shanghai avait en effet racheté une grande partie de la dette américaine en 2010 sous le premier mandat de Barack Obama. Les économies des deux grandes puissances sont donc imbriquées et quand une de ces bourses chute, c'est alors l'effet domino qui s'enclenche. Outre les États-Unis et l'Europe, les puissances émergentes comme le Brésil payent aussi un lourd tarif de la chute de la bourse de Chine. Le pays d'Amérique latine importe en effet de nombreuses matières premières asiatiques. Cette chute importante du marché économique chinois tient donc le monde en alerte et elle pourrait bien amplifier la crise mondiale.
La crise des déchets prend des proportions de plus en plus importantes au Liban. Après un week-end de manifestations à Beyrouth, des affrontements ont eu lieu hier entre les forces de l'ordre et les protestataires. Ces derniers dénoncent l'incapacité du gouvernement de gérer le problème des déchets qui s'amoncellent dans les rues. Regardez. Nouvelle nuit d'affrontements à Beyrouth. Aux bouteilles et projectiles répondent canons à eau, fumigènes et tirs de sommation. À l'origine de la colère populaire, la mauvaise gestion de la crise des ordures qui encombre les rues libanaises depuis des semaines. Dimanche, après une première nuit de violence, le Premier ministre libanais s'est adressé aux manifestants. Nous ne pouvons pas laisser les événements d'hier soir passer sans suite. Tous les responsables devront rendre des comptes. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il ne s'agit pas uniquement de la crise des ordures. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Ces déclarations, au lieu d'apaiser les esprits, ont attisé la colère des manifestants qui ont durci le ton. Au départ, les manifestations étaient pacifiques, apolitiques, non confessionnelles, organisées par le collectif Vous-Puez qui exigeait une solution rapide au problème des déchets. Au fil des heures, la manifestation a pris une tournure plus politique. Les slogans concernant la collecte des déchets ont été remplacés par l'exigence d'un changement de régime et la démission du gouvernement. Nos dirigeants vivent dans des tours et nous vivons dans les ordures. J'aimerais que tous les Libanais se révoltent, peu importe la ville où ils vivent, leur secte et leur religion, car nous sommes inondés par les ordures. Cette crise des ordures intervient alors que le gouvernement libanais est particulièrement affaibli par la guerre en Syrie, une guerre qui exacerbe les tensions intercommunautaires au Liban. Le Liban qui n'a plus de président depuis mai 2014, faute d'accord entre les partis. Cyril Amar, ce matin, la presse libanaise fait les gros titres sur, évidemment, la crise des déchets. Évidemment, reflet ou reflux de l'instabilité politique que traverse le pays des Cèdres. La crise des ordures qui envahissent depuis des semaines, vous le savez, les rues de Beyrouth, pourrait bien exploser au visage des dirigeants libanais. C'est en tout cas ce qu'insinue, vous le voyez sur vos écrans ce matin, le caricaturiste libanais Antoine Ganem. C'est en dernière page du journal Al-Jumhuriya, La République en français. Dans les rues de Beyrouth, des scènes d'intifada qui n'ont pas échappé aux photographes du quotidien As-Safir, comme vous avez pouvoir le constater. Le journal qui d'ailleurs n'hésite pas à titrer Intifada du 22 juillet. La rue dénonce les ordures politiques, ordures ménagères ou ordures politiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une odeur pestilentielle se dégage de la politique libanaise, écrit le journal. Simple soulèvement populaire ou plus que cela, s'interroge ce matin de son côté le Al-Akhbar, car pour la première fois depuis la fin de la guerre civile, eh bien, le Liban est sans chef d'État depuis plus d'un an. Et ce vide politique, eh bien, c'est le chaos qui le remplit. Titre de son côté le journal Al-Mustakbal. Alors certains éditorialistes regrettent que les manifestations aient dégénéré en échauffourée. Oui, parce qu'à l'honneur, au départ, eh bien, le mouvement Vous-Puez, le collectif Vous-Puez, était avant tout un appel citoyen, pacifique, apolitique. Du reste, ses membres se sont désolidarisés tout de suite des violences. Alors pourquoi les affrontements ont-ils fait 70 blessés? Qui a lâché ses chiens parmi les manifestants? S'interroge ce matin le journal L'Orient le Jour, le quotidien libanais d'expression française, qui a une nouvelle fois tenté de mettre le pays au bord de l'abîme en lâchant ses chiens et de miner une politique, une dynamique citoyenne prometteuse. Connaîtra-t-on l'identité politique de la racaille qui a envahi les rues de la capitale pour nuire à l'image des manifestants pacifiques et surtout à qui profite le crime? Écrit L'Orient le Jour. Une question rhétorique, Éléonore, puisqu'on devine à peine que le journal proche du mouvement du 14 mars, l'alliance de Saad Hariri, eh bien le journal a sa petite idée, c'est sûrement le Hezbollah et l'alliance du 8 mars qui pourrait bien être derrière ces échauffourées. Merci beaucoup Cyril Amar. Julien Baloul, ça va plus loin qu'une simple question de déchets. Oui, absolument, on l'entendait à l'instant, Cyril disait crise des déchets ou crise ménagère. Ça va plus loin, en fait, comme souvent lors des contestations populaires un peu partout dans le monde, c'est souvent une petite anecdote qui fait déborder le vase. Là, en l'occurrence, c'était les déchets. En Israël, on se souvient, c'était le fromage blanc, le prix du cottage. La comparaison s'arrête bien évidemment ici. Les deux mouvements n'ont rien à voir.
voir, ne serait-ce que parce qu'en Israël, la police n'ouvrait pas le feu sur les manifestants. Le Premier ministre libanais lui-même l'a reconnu, que ce n'est pas, il ne s'agit pas uniquement que du problème des déchets. Regardez, il a déclaré la question est beaucoup plus importante. On va voir la citation. La question est beaucoup plus importante que cette goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est évidemment les déchets. C'est la question des ordures politiques dans ce pays. Les ordures politiques, donc c'est la mauvaise gestion du pays, l'absence de chef de l'État que signalait Cyril tout à l'heure. Donc depuis plus d'un an, un parlement qui est divisé par les dissensions, notamment à cause de la guerre en Syrie, et une coalition politique qui est influencée d'une part par l'Arabie Saoudite et par l'Iran de l'autre, avec vraiment cet affrontement entre les deux parties. Alors c'est évidemment pas la première fois que le Liban est traversé par une telle crise politique. Oui, absolument. On pense évidemment tous à la guerre civile de 1975 à 1990, mais il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. Il suffit de regarder la dernière décennie. On va regarder quelques dates ensemble. Donc c'était il y a 10 ans, le 14 février 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri est assassiné. Alors il faut se mettre dans le contexte. Hariri est soutenu par l'Arabie Saoudite. Il est opposé au président Laoud, qui est en fait le représentant de Bachar al-Assad au Liban. Et Hariri surtout s'oppose à l'occupation militaire syrienne au Liban et il va donc le payer très cher. On n'a jamais vraiment su qui était derrière parce qu'on n'a jamais vraiment eu les conclusions, mais tout porte à penser que la Syrie et l'Iran sont derrière cet assassinat. S'en suivent des mouvements de populaires, des mouvements politiques qui se forment contre le président Laoud et contre la Syrie. C'est le mouvement du 14 mars. L'armée syrienne se retire en avril 2005 et pense pendant un temps qu'une nouvelle ère s'ouvre, mais en 2006, le Hezbollah plonge le Liban dans une nouvelle guerre contre Israël et en 2011, la guerre civile en Syrie déborde jusqu'au Liban avec notamment l'implication du Hezbollah en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad sur ordre de l'Iran. Ça fait désordre au Liban. Beaucoup de familles n'apprécient pas que leur fils meure dans une guerre qui n'est pas la leur puisque ceux qui étaient élevés dans le Hezbollah espéraient faire la guerre contre Israël et se retrouvent à mourir en Syrie. Et d'autres n'apprécient pas non plus que Bachar al-Assad prenne des Libanais pour participer à ces crimes. Alors quel espoir pour les manifestants et l'avenir de cette crise des déchets au Liban? Alors comme l'a dit Cyril, il y a vraiment cette question qui a lâché ses chiens. Je reprends l'expression de Lorient le jour. À qui profite le crime? Eh bien selon certains, c'est encore une fois l'Iran qui est derrière tout ça. Ils estiment qu'il va y avoir une escalade quotidienne au Liban jusqu'à mi-septembre, c'est-à-dire jusqu'à l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. Merci beaucoup Julien Balloul. Encore plus de 4000 migrants secourus ces derniers jours en Méditerranée par les navires de la marine italienne et sur terre, une situation qui ne cesse de s'empirer, notamment en Macédoine, ce petit pays des Balkans qui n'arrive plus à faire front face à l'afflux de migrants. Regardez ce sujet signé Mal Benoliel. Ils sont tous les jours un peu plus nombreux. Qu'ils viennent de Syrie, d'Afghanistan ou du Pakistan, ils n'ont qu'un souhait, fuir leur pays en guerre. Leur destination finale, l'Europe occidentale. Eh bien, nous sommes maintenant à la moitié de notre voyage. Nous avons traversé beaucoup de choses pendant ce voyage. Maintenant, c'est la moitié du chemin. Nous sommes heureux parce que c'est un nouvel avenir pour nous. Mais nous sommes tristes d'avoir quitté la Syrie. Nos familles sont là-bas. Après avoir été retenus pendant plusieurs jours à la frontière gréco-macédonienne, plus de 6000 personnes sont parvenues à se rendre en Serbie ce week-end. À Miratovac, les migrants ont été pris en charge à leur arrivée par les autorités locales. Je pense que c'était fermé pendant 3 jours, mais aujourd'hui on vient d'arriver d'Athènes et c'est tant mieux. 24 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à ces réfugiés pour traverser la Macédoine au départ de la localité de Gevgelija. À la gare de la ville, ils sont encore beaucoup à attendre les trains qui les conduiront jusqu'à la frontière serbe. Quelques 42 000 migrants, dont plus de 7 000 enfants, sont arrivés depuis la mi-juin en Macédoine. Dans la plupart des cas, ces hommes et ces femmes transitent d'abord par la Grèce, où les autorités se retrouvent débordées par l'afflux de personnes. Il serait 2000 à traverser chaque jour la frontière entre la Grèce et la Macédoine, selon les autorités. Je ne sais pas combien de personnes sont de l'autre côté de la frontière, mais je pense qu'ils vont être encore nombreux à la traverser. Donc encore plus de monde va arriver ici. Ça va être de pire en pire. Ce week-end, près de 4500 migrants ont dû être secourus par les autorités italiennes au large des côtes libyennes. Une des plus imposantes opérations de sauvetage jamais réalisées en l'espace d'une journée. Elle s'est achevée sans qu'aucune victime n'ait été signalée.
Les Grecs, de leur côté, ont enregistré l'arrivée de plus de 160 000 migrants depuis le début de l'année civile. Rudy Saada, bonjour. Bonjour Hélène. Alors, la saison touristique touche à sa fin et le bilan promet d'être très bon pour le tourisme français. Oui, on l'a appris jeudi dernier, on se dirige vers un nouveau record mondial de fréquentation. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, mais aussi ministre chargé du tourisme. Alors, deux chiffres à retenir. Déjà, le nombre de touristes étrangers qui pourraient avoir visité la France en 2015, l'année qui n'est pas terminée, eh bien, on table sur 85 millions de touristes. Ce serait tout simplement un record après les 83,7 millions de 2014. Alors l'autre chiffre, c'est plus 4%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires des professionnels du tourisme en France. Ce sont des bons chiffres, des chiffres aussi intéressants à décrypter parce qu'ils reflètent les résultats en fait d'une vraie stratégie. La seule chose qui est due au hasard là-dedans, c'est tout simplement la météo qui a fait aussi de la France un pays attractif. Mais alors pour le reste, la France a misé sur les touristes chinois en annonçant dès janvier 2014 que les consulats français pouvaient délivrer des visas pour la France en moins de 48 heures à des visiteurs individuels chinois. Le résultat est immédiat. Au premier semestre 2015, les visas délivrés aux touristes de l'Empire du Milieu ont augmenté de 56%. Alors pourquoi miser sur les Chinois? Parce que le tourisme venu de Chine est en pleine expansion. Il y a 100 millions de personnes qui voyagent et on table sur les prochaines années sur 300 millions de touristes potentiels dans le monde. Donc c'est une véritable manne à devoir attirer. Il n'y a pas que les Chinois qui sont les touristes à attirer. On parle maintenant d'étendre cette initiative aux pays du Golfe, à l'Afrique du Sud et à l'Inde. Alors pourtant, l'image de la France a souffert suite aux attentats de janvier. Oui, alors ça, on aurait pu craindre effectivement un effet Charlie Hebdo, un ralentissement du tourisme, mais il faut remettre ça dans un contexte plus large, car contre toute attente, la France a profité du contexte justement tendu, du contexte international tendu. La plupart, par exemple, des pays musulmans confrontés directement au terrorisme ont été touchés d'une désertion sans précédent pour cette saison. Les réservations des Français pour la Tunisie ont chuté de 60% suite aux attentats de Sousse. C'était fin juin dernier. Et puis, les touristes français ont préféré opter tout simplement pour la France, étant donné ces risques sécuritaires. Eh bien, ils se tournent vers de nouveaux types d'hébergements qui ont le vent en poupe, comme les Airbnb ou encore l'hôtellerie en plein air. Voilà, cela dit, il faut quand même prendre ces chiffres avec prudence, parce que quand la France gagne 1 million de touristes, l'Espagne, elle, en gagne 7 millions. Et puis, voilà. Et puis cette hausse du tourisme aussi, il faut l'expliquer par un contexte de reprise économique internationale. Les gens ont un petit peu plus d'argent et ces deniers vont directement sur les plages. Merci beaucoup Rudy Saada. Restez avec nous à suivre dans un instant. On vous dira tout sur ces révélations de l'ancien Premier ministre israélien et ministre de la Défense, Ehud Barak. Il révèle que 3 projets d'attaque contre l'Iran soutenus par lui-même et par le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou avaient été bloqués par l'armée israélienne. C'est dans un instant, juste après le journal présenté par Elsa Mimoun. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. Les djihadistes du groupe État islamique ont fait exploser hier soir le temple de Balshamim dans la ville antique de Palmyre, dans l'est de la Syrie. Selon le directeur des antiquités et des musées de Syrie, les djihadistes ont commis des exécutions dans le théâtre antique, alors que mardi dernier, ils avaient assassiné l'ancien directeur des antiquités de la ville, Khaled al-Assada. Voilà, Londres et Téhéran ont réouvert leurs ambassades, un symbole fort qui confirme le réchauffement des relations entre les deux pays. En visite en Iran, Philippe Hammond a donné une conférence de presse en présence de son homologue iranien. Il a déclaré que la réouverture des ambassades iraniennes et britanniques était un moyen de reconstruire la confiance. Léa Berdugo. De la part du gouvernement britannique, je suis fier de déclarer cette ambassade de nouveau ouverte. Le drapeau britannique de nouveau hissé à Téhéran. Après 4 ans de fermeture, l'ambassade du Royaume-Uni a rouvert en Iran. Dans le même temps, l'ambassade d'Iran à Londres a également rouvert ses portes.
C'est la première visite d'un chef de la diplomatie britannique en Iran depuis 2003. Elle suit celle de plusieurs ministres européens venus à Téhéran après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce compromis, signé le 14 juillet, prévoit de limiter le programme nucléaire iranien au domaine civil contre une levée progressive et réversible des sanctions internationales. Philippe Hammond est venu accompagné de plusieurs responsables économiques. Il a expliqué vouloir encourager le commerce et les investissements une fois que les sanctions seront levées. Pour le moment, il y a un manque de confiance et des sujets majeurs sur lesquels nous avons des différences de point de vue fondamentales. Mais l'importance symbolique de rouvrir nos ambassades, chacun dans le pays de l'autre, réside dans le fait que nous avons choisi de parler de ces différences, de dialoguer ensemble, pour trouver des terrains d'entente où nos intérêts se recoupent, où nous sommes d'accord. L'ambassade britannique avait été fermée en 2011 après avoir été saccagée par des manifestants favorables au président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Les relations entre les deux pays s'étaient déjà réchauffées après l'élection à la présidence iranienne d'Hassan Rouhani en juin 2013. Retour à présent sur ces révélations d'Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien et ancien ministre de la Défense israélien. Il a affirmé que 3 projets d'attaque israélienne contre l'Iran, soutenus par lui-même et par le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou, avaient été bloqués par l'armée israélienne. Regardez ce sujet signé Maxime Perez, on en reparle juste après. Quand il affirme qu'il fera tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Benyamin Netanyahou ne bluffe donc pas. À 3 reprises au moins ces dernières années, le Premier ministre israélien a voulu déclencher des frappes contre les centrales nucléaires de Téhéran. Première tentative en 2010, Netanyahou et son ministre de la Défense Ehud Barak sont convaincus qu'il faut agir avant que l'Iran ne dissimule toutes ses centrifugeuses et que certains sites nucléaires ne deviennent hors d'atteinte. À l'époque, c'est l'armée alors dirigée par le général Gabi Ashkenazi qui retient l'échelon politique. Elle n'est pas prête. בפורום הזה שבעצם אנחנו רוצים לדעת מה המצב, אנחנו צריכים בסוף אמירה של הרמטכ"ל שהתוכנית כמו שהיא מבשילה עברה את הסף של יכולת מבצעית. אפשר לומר, יש יכולת מבצעית לעשות. והתשובה לא הייתה חיובית, אי אפשר להוציא מהם את הצירוף מילים האלה. L'année suivante, Benyamin Netanyahou tente de nouveau d'obtenir le feu vert de son cabinet. L'armée et les services de renseignement sont réticents, mais le Premier ministre laisse entendre qu'il dispose d'une majorité grâce au soutien de ses ministres, Yuval Steinitz et Moshe Ya'alon. En réalité, il vient de tenter un coup de force. לא, מציג את כל הדברים, את כל הקשיים, את כל הסימוכים, את כל המורכבות וזה, את הבעיות, כולל את האפשרות שיש שווידות, זה לא דברים נקיים לגמרי. ואתה רואה איך לנגד עינינו נמייסים גם בוגי וגם שטייניץ. אתה רואה על התגובות, על השאלות ביניים, על הזה, על הפנים, או שביבי לא עושה את הכנה, או שהוא לא העריך נכון מה זה נקרא תשובה כן אליו ולאנשים האלה. אבל זה אותו בוגי ושטייניץ שהיום זה שואל את הציבור, הם הכי מיליטנטים בלכת לתקוף את איראן. Début 2012, Israël aurait envisagé une fois encore le recours à la force contre l'Iran. Mais à la même période, d'importantes manœuvres antiaériennes sont programmées avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Leon Panetta, prévoit même de venir superviser l'exercice. Les plans israéliens sont repoussés. אתה דורש מאמריקה לכבד את ריבונותך ולקבל החלטה שאתה תרצה לעשות את זה גם אם אמריקה מתנגדת וזה נגד האינטרסים שלה. אתה לא יכול למצוא עצמך בכיוון ההפוך, שאתה מנסה להכריח את אמריקה להשתתף בדיוק כשהיא פה בתרגיל שהוא ידוע מראש וככה זה הסתבך ב-2012. Les propos d'Ehud Barak nous plongent de façon inhabituelle dans les coulisses du cabinet de sécurité israélien. Entre hésitation et désaccord, mauvais concours de circonstances, les raisons qui ont poussé Israël à ne pas attaquer l'Iran sont multiples. Elles montrent que derrière son apparente fermeté, Benyamin Netanyahou est isolé. On savait qu'Israël avait
pensait à mener des attaques contre les installations nucléaires iraniennes, mais là c'est la première fois qu'un haut responsable, aussi haut que l'a été Ehud Barak, confirme cette volonté. C'est dire l'ampleur et l'honneur, l'ampleur de ces révélations d'Ehud Barak. Effectivement, les intentions d'Israël étaient connues de tous, mais elles n'avaient jamais été confirmées par un responsable d'un aussi haut niveau qui nous introduit dans les coulisses des réunions les plus confidentielles de ce que l'on appelait alors le Forum des 8. Le Forum des 8, c'était les 8 principaux ministres israéliens qui étaient chargés de prendre des décisions dans les domaines sécuritaires, dans les domaines diplomatiques. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas le forum qui était qui pouvait statutairement prendre la décision, par exemple, d'aller en guerre ou de lancer des attaques. C'était un forum encore plus restreint. Et là, Ehud Barak, d'une manière que certains considèrent comme étant irresponsable, nous fait des confidences. Alors justement, ces confidences, est-ce que Ehud Barak n'est pas en train de trahir un secret d'État et de mettre en danger la sécurité d'Israël, comme l'ont suggéré certains, Victor Lieberman, pour ne pas le nommer? Et il n'est pas le seul. Le président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense, Tzachi Hanegbi, un projet de Netanyahou, pense la même chose, mais ce n'était pas l'avis de la principale institution concernée dans ce genre de cas, à savoir la censure militaire qui, quelques heures avant la diffusion de ces enregistrements audio, donne l'accord à la deuxième chaîne de télévision israélienne en disant oui, vous pouvez diffuser ces enregistrements. Alors Ehud Barak lui-même dit qu'il a été surpris et qu'il a tout fait pour empêcher la diffusion de ces enregistrements. Certains considèrent qu'il n'est pas vraiment sincère et que la diffusion de ces enregistrements allait dans l'intérêt de Ehud Barak, qui peut-être, murmure-t-on dans certains milieux, prépare un comeback politique ou tâte le terrain pour savoir si un comeback politique est envisageable de son point de vue. Alors, Dror, très rapidement, on peut également s'interroger sur les éventuelles conséquences de ces révélations. Mais tout de même, l'essentiel, avant de s'attarder sur les conséquences, c'est que ce que nous révèle Ehud Barak, si les révélations d'Ehud Barak correspondent vraiment à la réalité et le honneur, on peut se poser des questions sur les véritables motivations de Benyamin Netanyahou. Parce que là, ce que nous dit Barak, c'est qu'à un moment où les 3 principaux ministres, lui-même à la Défense, Lieberman aux Affaires étrangères et Netanyahou au Premier ministre, étaient en faveur d'une attaque contre les installations nucléaires, 2 ministres subalternes à l'époque, Moshe Yaalon et Yuval Sheniz, tournent leur casaque et décident finalement qu'il n'est pas question d'une opération militaire. Or, dans ces conditions, on peut s'interroger pourquoi Netanyahou n'a pas tenté d'imposer ses vues sur la question, à savoir la nécessité d'une attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Iran-Israël qui entretenait de tout autre rapport avant la révolution islamique de 1979. Le Mossad avait même été sollicité par le régime du Shah pour une mission bien particulière. Un reportage signé Ayman Siksik avec Maël Benoliel. L'Iran au milieu des années 1970. Alors qu'un vent de révolution islamique souffle déjà dans les rues de Téhéran, un nouveau dirigeant religieux accède à la tête du pays, l'ayatollah Khomeini. Son seul but, changer à jamais le futur de son pays. Mais le Shah ne l'entend pas de cette oreille et ordonne son exil. L'ayatollah s'installe à Paris. Mais pour les dirigeants iraniens, ce n'est pas suffisant. Ils veulent le voir mort. C'est à ce moment qu'il se décide de se tourner vers Israël. C'est Shapur Bakhtiar qui s'est adressé à nous. Il avait été nommé Premier ministre en 1979 par le Shah. Il désespérait de trouver un moyen pour stopper les attaques de la révolution islamique de Khomeini. Je pense que l'histoire nous a montré qu'il avait probablement mieux compris la situation que le reste d'entre nous. Mais Israël a des accords stratégiques avec l'Iran. Des accords qu'Alper appelle la diplomatie secrète. Cet ancien agent du Mossad est à l'époque à la tête du bureau chargé de la question iranienne. Il fait même partie de l'équipe qui s'oppose à l'assassinat de Khomeini. Devant le refus d'Israël, les officiels iraniens se tournent alors vers la CIA, le MI6 et les services français. Mais sans succès non plus. Je me souviens m'être dit que si j'avais su à ce moment-là ce que je sais maintenant, j'aurais donné une réponse plus concrète. On peut facilement imaginer que si Khomeini avait été retiré définitivement de la scène avant de ne pouvoir revenir en Iran, le cours de l'histoire aurait sûrement été changé. Et l'histoire est telle, selon Alper, que c'est un ancien allié qui affecte aujourd'hui l'approche israélienne face à l'Iran, les États-Unis.
Quand le président Obama parle de la contribution de l'Iran à la stabilité au Moyen-Orient, quand l'armée américaine collabore avec l'Iran pour combattre Daesh en Irak, eh bien Israël analyse la situation et se sent trahi, surtout parce que la majorité d'entre nous ne croit pas à cette version de l'Iran. Car malgré la forte opposition du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, les États-Unis n'ont pas hésité à signer un accord sur le nucléaire qualifié d'historique avec l'Iran. Quand on regarde notre frontière nord, où il y a juste 3 mois, un général iranien travaillant pour le Hezbollah a été tué lors d'un raid israélien, on voit l'Iran. L'Iran qui héberge des mandataires chiites afghans et pakistanais travaillant là-bas avec le Hezbollah. Si vous prêtez attention à la rhétorique autour de l'accord avec l'Iran, personne ne parle de cela. Malgré tout, l'ancien agent du Mossad se veut optimiste. Je peux vous garantir que si demain le leader suprême Khamenei changeait d'avis et déclarait qu'il avait fait une erreur à propos d'Israël, nous serions prêts à leur parler. Il y aurait même une longue liste d'Israéliens qui voudraient y aller pour les affaires. Quand vous avez affaire à un pays comme celui-là, où vous avez de sérieux intérêts financiers et stratégiques, quand vous voulez préserver ces intérêts, vous devez aussi comprendre que vous avez besoin de services de renseignement compétents, qui savent ce qui se passe en coulisses. Mais Yossi Alper le promet, Israël et son ancien employeur se tiennent prêts à toutes les possibilités. Cyril Amar, Israël et l'Iran alliés, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Ouais, difficile à concevoir aujourd'hui, Éléonore, mais il y a bel et bien eu un âge d'or entre l'Iran et l'État hébreu. Et ce sont précisément les coulisses de cette relation très spéciale qui nous sont révélées par Yossi Alper, qu'on vient de voir dans ce reportage, dans son dernier ouvrage, Périphérie, Israël en quête d'alliés au Moyen-Orient. Alors on va replacer cette relation dans son contexte. On est dans les années 60 et pour contrebalancer le poids des États arabes qui encerclent le jeune État d'Israël, eh bien, le Premier ministre de l'époque, David Ben Gurion, va mettre au point une doctrine qu'il va appeler la doctrine de la périphérie, qui consiste en quoi? Eh bien, à nouer des alliances avec des pays non arabes ou bien avec des minorités ethniques dans les pays arabes. Alors, quelques exemples, le Yémen, à qui Israël va apporter son soutien militaire et logistique contre les forces rebelles soutenues par un certain Gamal Abdel Nasser, les Berbères du Maroc, les Maronites au Liban ou encore les Kurdes d'Irak. Voilà tous ces alliés qu'Israël, avec qui Israël, en tout cas, noue ces alliances à la fin des années 50. Alors, les 2 plus grands alliés d'Israël dans le cadre de cette doctrine, ce sont l'Iran et la Turquie. Et évidemment, parce que les deux ont tout pour plaire. Ce sont deux molosses, 2 grandes puissances régionales musulmanes mais non arabes. Et c'est le début donc de l'alliance Trident pour 3 alliés, Israël, la Turquie et l'Iran. Une alliance qui va permettre à l'Iran de peser face aux nouveaux régimes radicaux qui émergent dans la région, à savoir l'Irak, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, et de se lier aux États-Unis via Israël pour freiner les ambitions soviétiques sur l'Iran. Alors depuis la fin des années 50 et jusqu'à 79, la date de la révolution islamique de Khomeini, eh bien les chefs des services secrets des 3 pays vont se rencontrer régulièrement, une fois tous les 6 mois, à chaque fois dans un pays différent, pour mettre en place un plan d'action, comme sur cette photo qu'on va voir. Ça se passe à la Kiria, le QG du ministère de la Défense israélien, où sont donc présents des généraux israéliens, turcs et iranien. Une alliance discrète qui va être immortalisée ici sur cette photo. On est en 1960 et l'on voit David Ben Gurion en pleine discussion avec Reza Safinia. C'était alors le délégué iranien en Israël. Une alliance qui, comme on l'a vu dans le reportage, aurait même pu changer le cours de l'histoire, puisque si le Mossad avait accédé à la demande du Shah d'éliminer Khomeini à Paris, eh bien, le destin de l'Iran aurait peut-être pu être bien différent. Les choses auraient été bien différentes aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril Amar, merci Dror Even Sapir. Dans un instant, on se retrouve. Il se fait appeler Disnuts, il a 15 ans et il a réussi à avoir le feu vert de ses parents et à se faire enregistrer par l'administration américaine comme candidat. Et oui, comme candidat indépendant, il est bien évidemment inéligible, faute d'avoir moins de 35 ans, mais il a tout de même réussi à se retrouver 3e dans les sondages. On en parle dans un instant, juste après un nouveau journal présenté par Elsa Nimo.
dernière partie du Morning. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Rudy, on va parler d'un candidat à la présidentielle américaine, un candidat qui a récolté près de 10% des intentions de vote, mais problème majeur, il n'a que 15 ans et est donc inéligible. Oui, alors on le sait, on le répète, la place à la Maison-Blanche devrait se jouer entre Hillary Clinton, Donald Trump peut-être ou encore Jeb Bush, mais dire cela, c'est ne pas considérer l'étoile montante des sondages. J'ai nommé 19. Regardez comme il est beau, il a 15 ans, il s'appelle Brady Olson et il habite Wallingford. C'est un village de moins de 200 habitants niché au fin fond de l'Iowa. Alors il vit avec ses parents qui sont fermiers et un beau jour, il tombe sur Internet sur lui, sur Limberbut McCubbins, un chat, lui-même candidat à la primaire démocrate, surnommé le démocrat, vous aurez compris le jeu de mots. Alors ce chaton politicien a même une page Wikipédia dans laquelle il propose sa vision, ses projets pour l'Amérique. Alors le jeune Brady se dit que si un chat peut être candidat, finalement, pourquoi pas exactement, pourquoi pas lui. Alors il griffonne un semblant de programme aux accents libertariens, fait rédiger justement ce formulaire à son papa et il envoie un petit mail à un institut de sondage en leur demandant d'être ajouté à la liste très sérieuse des présidentiables démocrates pour pouvoir donc être sondé tout simplement. Alors ce qui devait arriver arriva. On va voir les derniers sondages venus de Caroline du Nord. Alors il est classé désormais indépendant puisqu'il n'est pas officiellement démocrate. Eh bien 19, regardez, il réunit 9% des intentions de vote, 7% dans le Minnesota et 8% dans l'Iowa chez lui. Alors comment expliquer ce succès fulgurant de ce gamin de 15 ans qui décide un jour d'être candidat à la présidentielle? C'est vrai qu'il y a d'autres candidats insolite mais fortement engagé, le chat Limberbut, le chien Bailey ou encore l'empereur César, lui-même candidat. Eh bien, aucun candidat insolite ne fait une telle percée dans les sondages. Alors pourquoi 19? Déjà, par rapport à son nom, c'est de l'argot en anglais. En gros, comprenez que 19, ça veut dire c'est noix, et donc vous comprendrez l'allusion extrêmement douteuse. Mais plus sérieusement, il y a deux facteurs qui font lui ce fameux challenger aussi inattendu que totalement inéligible. Il faut rappeler déjà qu'il est inéligible parce qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat à la présidentielle américaine. Alors premier critère, c'est une campagne médiatique bien orchestrée par Twitter, les réseaux sociaux, puis reprise par la presse. Exemple, son premier tweet qu'il annonçait haut dans les sondages a été retweeté en 24 heures 9000 fois et mis en favori 4400 fois. Et au chapitre des chiffres, sachez que la semaine dernière, il y avait plus de recherches sur 19 que sur Hillary Clinton et qu'il était, voilà, on le voit sur ce schéma, Clinton est en bleu, 19 est en jaune et il a talonné Trump aussi dans les recherches Google. Alors, il est seul à organiser sa campagne? Ah oui, il est seul, il occupe ses vacances d'été en fait. Il mène campagne sur Twitter alors que dans le même temps, ses parents ne peuvent plus s'occuper de leur exploitation agricole parce qu'ils reçoivent des coups de fil venant du monde entier pour interroger le fameux 19. Mais il y a une raison plus profonde, c'est que finalement, il représente le nombre non négligeable d'Américains qui ne veulent pas de Trump, qui ne veulent pas d'un remake Clinton-Bush aussi en 2016. Donc c'est aussi ce mécontentement que 19 représente un peu malgré lui. Donc voilà, il est devenu malgré lui un peu le candidat de tous ceux qui en ont marre des Donald Trump, des Hillary Clinton et des Jeb Bush. Exactement, mais c'est un classique, c'est un classique, on se souvient en France d'un cas analogue, Coluche, mais en 1980, c'était ce candidat du civil en dehors des gros partis. C'est une manière finalement pour les personnes interrogées dans un sondage de montrer une exaspération envers leur classe politique. Et puis 19 pose aussi une vraie question pour les médias, ça prouve que finalement on donne des noms comme ça aux gens, tout simplement pour choisir, eh bien l'homme politique serait devenu un produit marketing comme un autre. Il a un nom sympa, donc on va voter pour lui. Ça en dit beaucoup de choses et c'est peut-être cette leçon qu'est en train de nous donner 19, 15 ans du fin fond de sa chambre dans l'Iowa. Merci beaucoup Rudy Saad. On va justement en parler avec notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. David, bonjour. Alors, qu'est-ce que le succès de ce jeune homme de 15 ans nous apprend sur la manière de voter des Américains ou du moins sur la manière dont ils choisissent leur candidat favori? Le fait que 9% des sondés choisissent un candidat totalement inconnu montre l'appétit des futurs électeurs pour un indépendant face aux têtes d'affiche des grands partis, mais le sérieux des électeurs dans leur choix n'est pas vraiment en cause ici. C'est plutôt le sérieux de l'Institut de sondage et des journaux locaux qui ont relayé l'info sans vérification qui est à remettre en question.
Au moins 10 notes fut l'occasion pour les shows du soir américains comme Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon de jouer sur les mots tout le week-end. Comme l'a dit Rudy, 10 notes peut se comprendre comme c'est dingue ou c'est cacahuète dans le sens le plus anatomique du terme possible. Donc vous pouvez imaginer qu'on s'en les donnait à cœur joie ici. Mais sereinement, les électeurs sont extrêmement concernés par ces primaires, plus qu'aucune primaire républicaine ou démocrate auparavant. David, est-ce que cela ne reflète pas aussi un ras-le-bol de la campagne et des guéguerres entre partis politiques et candidats ? Bien au contraire, il y a un vrai engouement du public pour cette campagne. Chaque jour apporte son lot de petites phrases, de réactions qui semblent passionner les Américains. Par contre, il y a un vrai ras-le-bol des candidats traditionnels, des professionnels de la politique. L'affiche Bush-Clinton, par exemple, que les journalistes annonçaient ici comme le duel inévitable de l'élection 2016, semble de plus en plus compromis, pas impossible. Les électeurs semblent ne pas se laisser influencer par le poids du nom de famille, mais recherchent plutôt le candidat qui leur parle, en qui ils peuvent avoir le plus confiance et de qui ils se sentent le plus proches. Au début de chaque élection, les sondages sont toujours favorables au nom que les électeurs reconnaissent le plus facilement. Mais au fur et à mesure des semaines et des mois, les chiffres s'affinent et laissent place aux candidats et on espère ici aux idées. Alors où en est-on à cette heure dans la course aux primaires républicaines et démocrates ? À côté républicain, Donald Trump domine toujours dans tous les sondages. Il devance même Jeb Bush sur ses terres en Floride. Il vient d'accomplir un record ce week-end en rassemblant le plus grand nombre de supporters à un événement qu'aucun candidat n'ait rassemblé depuis le début de cette campagne. Au stade de Mobile, Alabama, 30 000 personnes sont venues l'acclamer et applaudir ses propositions pour régler le problème de l'immigration illégale et pour redresser l'économie du pays. Deux sujets extrêmement populaires en ce moment. Du côté démocrate, Hillary Clinton peine de plus en plus. Sa campagne est au ralenti. Elle recule dans les sondages à cause de la controverse sur ses emails et son serveur privé que le FBI vient de saisir. La possibilité de voir l'entrée en scène de Joe Biden, l'actuel vice-président des États-Unis, dans la course à la nomination grandit. Il a rencontré en secret ce week-end Elizabeth Warren, l'une des championnes libérales du pays, très populaire auprès des électeurs démocrates, pour potentiellement obtenir son soutien et se voir proposer, en temps voulu, le poste de vice-présidente s'il était élu. Merci beaucoup, David Benaim. On parle musique à présent, mais pas n'importe laquelle. C'est l'une des traces vivantes de la culture juive d'Europe de l'Est. La musique klezmer tente de se réinventer au contact d'autres influences musicales. C'est le sens du festival de Safed dans le nord d'Israël consacré à ce genre musical. Reportage Léonard Jory et Benjamin Le Soif. Alors que le calme règne sur Tzfat, quelques mélodies commencent à résonner dans les rues. C'est en plein milieu du mois d'août que cette ville paisible du nord d'Israël accueille chaque année le festival klezmer. Depuis 28 ans, cette musique d'origine juive d'Europe de l'Est est honorée par des centaines d'artistes israéliens et internationaux. Avant que l'événement ne prenne de l'ampleur, seulement quelques amoureux du klezmer se retrouvaient ici pour partager leur passion. Des concerts improvisés dans la rue et quelques visiteurs curieux. Mais aujourd'hui, 5 grandes scènes sont réparties dans la ville. Les artistes sont rigoureusement choisis et la liste d'attente est longue. Pour le directeur artistique du festival, la musique klezmer doit conserver ses racines juives, mais doit ouvrir ses portes à toutes les cultures. Il y a aussi une atmosphère magique qui attire les gens, religieux, pas religieux, juifs, non juifs, chrétiens, musulmans. Et tout le monde se rassemble ici. Il y a une sorte de liberté d'improviser, une liberté de ressentir les choses, de rire, de créer, dans les rues et sous le ciel de Tzfat. Tout cela au milieu de la musique klezmer. C'est exactement ça qui rend si spécial ce festival. Le festival affiche donc aujourd'hui un esprit d'ouverture. Quand le klezmer se mélange à d'autres cultures, il s'ouvre forcément à d'autres styles musicaux. Il faut avancer, il faut créer, il ne faut pas rester statique. S'il y a 28 ans, on ne pouvait écouter que du klezmer d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous pouvons toujours en écouter, mais nous avons aussi du jazz ou des groupes de rock qui font du klezmer, de la musique moderne ou de la musique israélienne avec du klezmer. Il y a même le groupe Sigario Senel Strudel qui mélange le klezmer à la salsa. Et justement, le klezmer qui rencontre la salsa, c'est l'idée qu'a eue David, ancien prof de danse latine. Bercé toute son enfance par la musique juive, il a décidé de former un groupe qui associe les deux. Le fait de danser la salsa, au bout d'un moment, je me suis mis dans la musique salsa. Et avec ce qui me parlait intimement et profondément, qui étaient les musiques de mon enfance, ou les musiques de ma culture, les musiques klezmer. Et la musique yiddish, et donc du coup, je jouais de la salsa, des rythmiques salsa, mais il fallait que je les joue sur des musiques qui me parlent, et je l'ai commencé à les jouer sur des musiques klezmer. Et donc du coup, l'idée est venue de réadapter des musiques yiddish ou des musiques klezmer dans une version complètement différente. Des sonorités aux multiples couleurs, dans une ville pleine de charme et chargée d'histoire,
Un cocktail réussi qui n'a pas manqué de réjouir les spectateurs présents. Je trouve ça très sympa parce qu'il y a un côté à la fois mystique, artistique, populaire. Très sympa. On voit ça nulle part ailleurs. Parce qu'on va trouver des trucs artistiques, mystiques, mais un mélange des deux comme on trouve ici, c'est assez rare. Pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment la première fois que j'écoute et ça me plaît énormément. Je connaissais et c'est toujours aussi agréable. Voilà. On joint l'utile à l'agréable. On visite, on écoute, on se promène, voilà, c'est parfait. Qu'ils soient de fins mélomanes ou de simples amateurs, ils sont des milliers à assister à la centaine de concerts proposés. Un programme musical plus riche, un public plus large, le festival Klezmer a gagné son pari en ouvrant ses portes en grand. Alors Maurice, on sait que la musique klezmer reste en quelque sorte dans une sorte de niche ces dernières années en Israël, alors que la mizrahi, la musique des juifs séfarades orientaux, explose et sort de son purgatoire. Exactement, Éléonore. Pendant des années, la musique orientale a été l'objet d'un ostracisme en Israël, aux dépens justement de cette musique occidentale, en grande partie d'inspiration d'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les radios locales, vous vous rendrez compte que chaque semaine, des dizaines de disques arrivent dans les rédactions, produits par des chanteurs pratiquement inconnus et des chanteurs orientaux. Alors certains sont adoptés par le grand public et deviennent des grandes stars de la musique israélienne. Dernier exemple de cette popularité, le groupe Harissa avec la chanteuse Sarit Hadad. On écoute ce que ça donne, on appelle ça de l'oriental léger. קח כוסית ראשונה, תחכה לי בפינה, קח כוסית רביעית, חכה לי במונית. אלופה פאפה בתכסיסים, ומכורה לקרקסים. בוא נרקוד מעגל, נשחק בגורל, מותק יש לך מזל, אני עושה לך סרטים. Ah voilà, on a entendu Sarit Hadad qui est la reine de la musique mizrahite. Alors il y a une bonne dose de vulgarité, vous l'avez vu, un peu d'orientalisme et surtout une sexualité totalement ambiguë. C'est ça qui donne le succès de ce type d'orientalisme léger. Alors il n'y a pas que les découvertes de chanteurs orientaux totalement inconnus. Des chanteurs très populaires aujourd'hui se convertissent à la sauce orientale en Israël. David Broza par exemple, auteur, compositeur ashkénaze israélien, origine d'Argentine. Il chante aujourd'hui ses plus grands succès, accompagné par l'orchestre andalou d'Ashkelon, un orchestre spécialisé justement dans la musique séfarade et orientale. Écoutez ce que cela donne. Alors, comment expliquer le succès et le retour surtout de cette musique orientale ? Vous l'avez vu, d'abord, c'était un des plus gros tubes de la chanson israélienne des années 80. Mais comment expliquer ce succès ? Tout simplement par l'ouverture du monde médiatique israélien, l'apparition de radios locales, de radios de toutes tendances, de toutes couleurs, qui ont donné justement accès aux chanteurs orientaux qui n'avaient pas accès lorsque, disons, le paysage radiophonique israélien était pratiquement le monopole d'une radio publique. Alors depuis la multiplication de ces radios locales, les artistes orientaux trouvent un accès à la popularité. Mais pour David Broza, on va revenir à ce chanteur, la musique orientale n'est pas qu'un effet de mode, mais aussi une attitude politique. Il y a un an, le chanteur se lançait dans un nouveau projet, un disque enregistré avec des musiciens juifs et arabes dans un studio palestinien indépendant de Jérusalem-Est. On écoute un extrait de l'album. I was born into this reality. I was brought up with a war. It doesn't mean I must accept it. Don't wanna fight no more.
During 8 days and 8 nights, we experienced camaraderie and creativity, which we captured on film and tape. It's not about proving a point. Yes, we can talk, we can be together. This is about evolution, it's about time, it's about perseverance, it's about understanding, it's about empathy. Extensions of erotic sounds. Voilà, alors ce message de paix musicale est propre à David Brossa. Il faut souligner qu'en règle générale, la musique orientale n'est pas politique, mais bien plutôt festive et sentimentale. Merci beaucoup Maurice Fergan et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit pour un tout nouveau morning. En attendant, restez avec nous. À la suite de vos programmes, c'est dans un instant sur i24 News.